préciser et compléter mon titre qui serait l'espace urbain comme spatialité exilique, l'exemple du ghetto. L'exemple du ghetto. Les circonstances de cette prise de parole sur écran m'obligent à modifier la rhétorique habituelle et m'amènent à livrer plus brutalement mes hypothèses, extraites d'un long travail en cours sur littérature et exil. Je vais parler du ghetto, non pas le ghetto historique, tel que celui de Venise, qu'on peut encore visiter, mais du ghetto urbain, créé par les nazis pour enfermer les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ghetto comme segment de la spatialité exilique de la Shoah, juste avant les camps d'extermination. Pourquoi? Parce que les ghettos apparurent dans les villes et que, dans le contexte de l'Europe occupée 1940-1944, ce qui est désigné dans le programme comme non-appartenance territoriale, malgré l'occupation spatiale, ce que je nomme pour ma part la spatialité exilique, les ghettos vont exemplifier cette spatialité exilique dans les villes. Ils permettent le passage à la limite de la ville exilique, c'est-à-dire de la ville telle que transmuée par l'expérience exilique. Ils permettent par conséquent de définir le lien entre espace urbain et espace exilique. Pour le dire d'une formule qui résonne avec le titre de notre colloque, le ghetto occupe, au sens politique et spatial, la ville mieux que n'importe quelle armée. Dans ce contexte, les fonctions de la ville sont perturbées, ce qui ne manque d'exercer une influence sur la temporalité qui la baigne et sur la topographie qui la décrit. Un mélange de pesanteur statique et de mouvements incessants vient définir une spatialité exilique dont la ville est à la fois dépositaire et révélatrice. En ce sens, la ville illustre l'esthétique du déracinement qu'énonçait Klaus Mann. Que les Juifs aient été regroupés dans un ghetto constitué dans la ville qu'ils habitaient auparavant ou qu'ils aient été transférés dans un ghetto dans une ville qu'ils n'habitaient pas, n'introduit pas une grande différence, dans la mesure où la réalité urbaine moderne est uniforme. Bâtiments à plusieurs étages, réseaux de rues, magasins, etc. Ce qui permet ce rappel. La tragédie de l'habitat ghettoïque est accentuée du fait qu'il prend place dans une réalité familière et non effrayante, ce qui n'est pas le cas de la Shoah ou du Goulag. Cette réalité connue de la ville est proprement exilée et fait place à une réalité terrifiante, ou plutôt, comme dans la phénoménologie de l'exil, qui conjoint compulsivement passé et présent, les deux réalités, la réalité familière et la réalité effrayante, comme dans l'Unmöglichkeit freudienne, les deux réalités sont surimposées l'une à l'autre. Je reconnais la ville, une ville telle que je la connais, et son image se mêle à d'autres images liées au monde concentrationnaire. Je voudrais vous montrer quelques images pour essayer de partager ce processus d'exil de l'espace. L'exil dans l'espace, mais aussi l'exil de l'espace. Ce ghetto qui occupe la ville, comme je le disais. Je ne retrouve pas les... Ah, voilà. Excusez-moi. Il faut mettre plein écran, c'est ça? Non. Oui, non. il faut mettre plein écran, oui. Ça y est, j'ai oublié. Donc, vous faites Voilà, plein écran. présenter maintenant plein écran. Donc, tout d'abord, présenter Mon maintenant. ordinateur est... Donc,
dans le... Voilà. J'ai un vieil ordinateur et voilà, ok. Et ensuite partager, n'est-ce pas? Voilà, partager. Partager. Voilà. Est-ce que vous voyez les images? Non. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc je vous montre ces images pour Oui, c'est bon. illustrer cette juxtaposition de deux réalités, la réalité urbaine familière et la réalité concentrationnaire. Là, il s'agit d'une image actuelle du ghetto de Varsovie. Ah, ça s'est arrêté. Bon, qu'importe. Voilà, je reviens, j'arrête le partage. Et je vous ai épargné les images des cadavres gisant dans ces rues-là, ou d'enfants décharnés, mendiants. Assis au pied des immeubles. Dans le tour, elle est exilée d'elle-même et elle accueille une autre. L'expérience de l'enfermement du ghetto est cruciale pour saisir l'expérience exilique. Qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, traverse paradoxalement dans le ghetto l'expérience du prisonnier, du confiné, de l'habitant du ghetto, celle d'un dedans qui n'existe pas en fonction d'un dehors, dans la différence d'avec un dehors, mais d'un dedans coupé du dehors, existant intransitivement absolument. Je prendrai des exemples d'exilés qui venaient d'ailleurs et qui soudain se retrouvent dans un ghetto. Ils sont à la fois dans le dehors de leur dedans précédent, mais ils sont dans un dedans totalement emprisonnant. Être exposé au dehors sans médiation, sauf que là, il y a médiation, celle du ghetto, qui est celle d'un dedans. Dedans, dehors, l'un n'existe pas sans l'autre, le jeu dialectique est connu, mais si le dehors est interdit, on ne peut pas sortir du ghetto. Si le dehors est interdit, quelle est sa valeur? Dans le ghetto, la dernière notion est pulvérisée. Le dehors, pour l'habitant du ghetto, est un dedans par rapport à ce qui réside à l'extérieur du ghetto. Mais le dedans, aucunement privé parce que partagé en raison de la surpopulation, est un dehors. Deuxième aspect, ce que j'appelle le tout ghetto. L'urbanité du ghetto, l'urbanité de la ville moderne qui accueille le ghetto, l'urbanité du ghetto perd précisément de sa diversité, ce qui faisait le tissu même de la ville moderne. Tout est ghetto. Je cite ici les mémoires de Yitzhak Rudachevsky, Entre les murs du ghetto de Vilno. Je me sens enfermé comme dans une boîte. Il n'y a pas d'air pour respirer. Où que tu ailles, tu te cognes sur un portail qui t'enclôt. Fin de citation. Le sentiment est renforcé lorsqu'un agrandissement du ghetto de Vilno crée un soulagement temporaire vite effacé. Je fais mon premier tour du ghetto, un deuxième, un troisième, mais je sens vite que c'est toujours la même prison, juste un peu plus grande, connue pour nous provoquer. Fin de citation. Cette homogénéisation de la ville appartient à l'ethos exilique, puisque celui-ci repose sur la perception d'une radicale hétérotopie quant au lieu d'accueil. Le refuge urbain est inconnu pour l'exilé dans son intégralité.
et à ce titre, il est objet de méfiance ou de rejet. Les seuls endroits où l'exilé peut trouver réconfort sera ceux occupés par d'autres exilés. Mais ces endroits n'appartiennent pas à la ville, tant ils constituent des pièces rapportées. Les romans de l'exil, Zegers, Remarque, Feuchtwanger, Klaus Mann, les romans de l'exil sous le nazisme, montrent comment les personnages ne peuvent goûter de repos nulle part. Et le ghetto va intensifier cette absence de refuge. De tous les espaces de confinement possibles, le ghetto est particulier au sens où il n'est pas un espace de ou pour le confinement, il est confinement. On n'est pas dans un ghetto comme on est dans une ville, bien que dans un ghetto, on soit dans une ville. On n'est pas dans un ghetto comme dans une ville, à savoir la possibilité d'être dans tel ou tel sous-espace de la ville, car dans le ghetto, tout est ghetto. Une ville peut accueillir un ghetto parmi ses fonctions, de même qu'elle peut accueillir des jardins ou des hôpitaux. Le ghetto devient une partie de la ville, mais le ghetto, lui, n'a qu'une seule fonction, qui est d'être un ghetto, et qui infuse tous les autres dispositifs urbains. Le jardin du ghetto où jouent les enfants n'est pas un espace d'évasion, puisqu'on ne sort pas du ghetto. L'hôpital du ghetto n'offre pas la guérison, puisque tous les habitants du ghetto sont promis à la mort. Opposant l'habitable à l'inhabitable, la domus au ghetto, et prenant l'exemple de celui de Varsovie, Jean-François Lyotard analyse: il faut l'exterminer, le ghetto, parce qu'il constitue une vaine opacité dans le programme de mobilisation totale pour la transparence. Fin de citation. Troisième et dernier aspect de cette phénoménologie spatio-exilique du ghetto, une séparation qui n'est pas une coupure. Parmi les fêtes juives, l'une prend une importance particulière dans le ghetto, Pessah, la Pâque juive. Elle donne son titre à l'une des nouvelles d'Adolf Rudnitsky, Les Fenêtres d'or, et marque un moment important dans ce récit, car cette célébration pascale offre à la résistance dans le ghetto la possibilité de mêler des chants religieux, des chansons populaires et des chants révolutionnaires. C'est un moment très précis dans le scénario pascal qui offre une symbolique immédiatement applicable à la situation du ghetto. L'exclusion spatiale pourrait sembler valoir pour exclusion temporelle. Coupé du monde, le ghetto serait coupé du calendrier du monde, hors du temps du monde. Mais l'histoire avance sans rien ignorer, ni lieu, ni être vivant, et elle enveloppe tout. Un chroniqueur du ghetto, des années plus tard, celui que j'ai cité, Yitzhak Radachevski, écrit: fatigué d'inhumain, excusez-moi, un chroniqueur du ghetto dans le récit de Rudnitsky, La Pâque, un chroniqueur du ghetto confie: fatigué d'inhumaine façon, nous sommes incapables de rien absorber de plus. Mais comment immobiliser l'histoire à laquelle nous nous sentons condamnés? Yitzhak Rudachevski lui-même va se lamenter le jour anniversaire de ses 15 ans dans le ghetto de Vilno. Le ghetto n'est pas que le douloureux instant éphémère d'un sillement, d'un battement de cœur. Je voudrais crier au temps d'attendre, de cesser de courir. Rien de romantique ici, tel que le regret égoïste de la perte, mais le sentiment d'échapper à une histoire qui, elle, ne s'arrête pas. La scène de la nuit pascale, telle que rapportée par le récit biblique, illustre une idée similaire. Afin d'être épargnés par l'ange de la mort, les Hébreux doivent rester confinés dans leur maison, mais cela ne les soustrait pas à l'histoire, puisque celle-ci se déroule au dehors et les concerne directement, travaillant à leur libération ultérieure. Le reproche fait à l'opinion mondiale passive, alors et encore dans des cas semblables, tient dans ce faux décrochage, cette illusoire coupure qui met la souffrance à distance et la neutralise ainsi. Toujours Rudnitsky, c'est dans le ghetto ce qui sonnait comme à des distances infinies. On disait: c'est le ghetto,
et la tranquillité d'esprit revenait. À 100 mètres plus loin dans l'espace, à 15 mois de distance dans le temps, et cela suffisait. Fin de la citation. Avec en écho le témoignage de Marek Edelman, un des dirigeants de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Je cite, « Le mur ne dépassait pas le premier étage, du deuxième on voyait l'autre côté, un manège, des gens, on entendait de la musique et on avait terriblement peur de passer inaperçu, peur de disparaître derrière sans qu'on remarque notre existence, notre combat, notre mort. » Fin de citation. Le ghetto n'appartient pas à une réalité lointaine, neutralisée par un exotisme tragique. Il fait partie de la ville. Il est la ville transformée selon une opération que je désigne comme exilique. Mais cette transformation ne le coupe pas de l'histoire. Il est retranché du reste de la planète, mais il n'est pas retranché de l'histoire. Le maréchal Antonescu avait ordonné l'exil systématique des personnes juives vers les régions de l'Est de la Roumanie, aujourd'hui en Ukraine. La déportation massive des Juifs de Roumanie ayant débuté en juillet 1941, rare fut les survivants aux 3 hivers glaciaux, au typhus, au choléra, à la faim, à la violence. L'écrivain Edgar Ilsenrath fut l'un d'entre eux. Pour lui, écrire Nacht, nuit, sans article défini, nuit, l'œuvre littéraire majeure sur le ghetto, écrire Nacht pendant 12 ans l'aidera à s'extirper de la dépression. Ilsenrath fait fi du mutisme imposé aux rescapés et de leur pudeur. Il franchit les limites de l'indicible. Il ne cherche pas à dissimuler la turpitude à laquelle furent livrés les habitants du ghetto. Nacht, c'est la vie du ghetto. Nuit, une nuit qui engloutit tout salut pour la condition humaine. Une scène symbolique. Un vieux violoniste joue, tend son chapeau et ne reçoit qu'un crachat. Qu'est-ce qu'il jouait, demande dans la foule une femme à son mari. Je n'en sais rien, dit l'homme. Ce n'était pas un air roumain, ni un air yiddish, ni ukrainien, dit la femme, ni russe non plus. On aurait reconnu. C'était de la merde, dit l'homme, comme n'importe quelle musique. Car dans le ghetto, n'importe quelle musique devient de la merde. Dans le ghetto, les signes de normalité sont déroutants. Dans le roman Nacht de Ilsenrath, entre le café, le grand café et la maison de passe, un coiffeur coupe encore les cheveux, même si son activité principale demeure le marché noir. Tout est ghetto. Un cordonnier exerce alors que le protagoniste principal, Ranek, vole les chaussures des mourants. Tout est ghetto. Dans les rues, parmi les mendiants, une jeune fille désirable et pourtant, je cite, une pauvre parmi les pauvres, une mangeuse d'ordures comme lui. Tout est ghetto. La naissance d'un enfant devient incongrue. Chez Ilsenrath, la représentation du ghetto dévoile la part la plus obscure de l'homme, la normalité apparente se déchirant sans cesse pour laisser place à des images charriant l'impensable, l'insoutenable. Le ghetto, c'est l'occupation de la ville par l'insoutenable. N'aie pas peur, dit un des personnages. Maman veille sur toi. Ce sont les mots de Déborah, son petit enfant, les derniers mots du livre de Ilsenrath. Mais le lecteur ne peut les prendre comme une lueur d'espoir, puisqu'ils sont prononcés dans le ghetto. C'est trop tard. Pour Ilsenrath, le ghetto reste à jamais nocturne. Le ghetto, c'est la nuit définitive apportée sur la ville, la nuit de l'exil. Merci de votre attention.